suis journaliste au départ et puis ensuite j'ai produit des émissions de télévision. J'ai commencé chez TF1 où j'ai travaillé pendant 6 ans avec Bataille et Fontaine, avec Julien Courbet, sur des émissions comme Sans aucun doute, Confessions intimes. Et puis ensuite j'ai basculé sur M6 où j'étais rédactrice en chef de Égal M6, l'émission scientifique, et productrice plus récemment de l'émission d'histoire de Mac Lesguy. Notamment, vous évoquez une émission qui est consacrée à la jalousie. Alors, on vous dit, trouve-nous une personne jalouse. Mais quand on dit jalouse, c'est jalouse de chez jalouse. Bah, la jalousie, pour le coup, elle va savoir ce que c'est. Oui, parce que la difficulté de ces émissions-là, c'est que l'on va vous demander, non pas de mettre en scène, parce qu'il y a une subtilité quand même quand on fait du journalisme, mais de mettre en situation. Donc, en l'occurrence, de mettre en situation que cette jalousie explose. Donc on va effectivement aller chercher quelqu'un d'hyper jaloux, de caricaturellement jaloux, et on va le pousser dans ses retranchements. Donc dans les émissions testimoniales, si quelqu'un est très jaloux et qu'il vous dit non mais nous on va même plus en boîte de nuit parce que je ne supporte pas que mon petit ami regarde une fille, le boulot du journaliste dans les émissions testimoniales, c'est justement d'aller en boîte de nuit et de faire en sorte que le danger règne et que la jalousie explose. Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô. Je pense que la séquence au supermarché, quand elle choisit les produits, etc., est très certainement un peu pré-scénarisée. C'est-à-dire qu'on lui dit on va faire du shopping et puis on va peut-être lui donner une liste de courses impossibles ou un truc un peu compliqué à réaliser pour faire ressortir, un peu comme je vous le disais pour la jalouse de tout à l'heure, pour faire ressortir le côté un peu ravissante idiote de Nabila. Mais et pour cette le coup, ça marche bien. elle. Cette phrase-là, je pense que c'est elle. Voilà. Alors elle surjoue sans doute un peu parce que c'est un personnage extravagant et c'est typiquement le type de personnage que l'on va chercher pour ce type d'émission. Donc je pense que c'est foncièrement sa personnalité. Je ne crois pas du tout que ce soit un texte qu'on lui ait écrit. Je sais qu'aujourd'hui, il me semble qu'elle l'a même déposé à l'INPI. Voilà. Non, c'est parce qu'elle est, voilà, elle est plutôt maligne, mais je ne pense pas qu'on lui ait soufflé. J'ai l'impression d'avoir fait le Tour de France. C'est épuisant. Pour comprendre l'effet de l'altitude sur notre respiration, retour à l'Altiport où le docteur Blanchet nous explique tout. Pourquoi depuis qu'on est arrivé à la montagne, j'ai le sentiment qu'au moindre effort, je m'épuise, mes poumons se vident de leur oxygène, j'ai l'impression de manquer de souffle. Vous avez l'impression de manquer d'air. En fait, vous êtes en altitude, ici vous êtes à presque 2000 mètres d'altitude, la pression de l'air est plus faible et donc le corps humain perçoit cette baisse de pression comme un manque d'oxygène. L'homme siliconé arrive en France. Anaïs Denecker, cette mode venue des États-Unis envahit-elle vraiment la France? Ça arrive, lentement mais sûrement. En fait, au départ, les prothèses qu'on a vues dans le reportage et que j'ai amenées sur ce plateau ont été créées dans un but pour la chirurgie réparatrice. Je vous donne un exemple concret, des gens qui avaient eu la polio par exemple et qui avaient les mollets un petit peu déformés, les prothèses de mollets ont été créées au départ pour eux. Les pectoraux pareil, pour les muscles un peu atrophiés de naissance, les malformations de naissance. Et puis petit à petit au Brésil et aux États-Unis, c'est devenu des opérations de chirurgie esthétique pure. En fait, c'est les gros balèzes made in Hollywood qui ont voulu tous se ressembler et ont fait des demandes purement esthétiques de cet ordre-là. Voilà. Et alors, en France. vous avez certains objets devant vous, comme je le disais tout à l'heure, assez insolites. Qu'est-ce que l'on se voit proposer pour avoir la silhouette d'un Apollon actuellement sur le marché? Ça, c'est une prothèse, par exemple, qui est mixte. À votre avis, c'est quoi? Les fesses. Voilà, ça marche par paire, donc les fesses. Voilà. Ça aussi, c'est une prothèse purement masculine. Pour les poitrines ou les fesses? Pectoraux, ça, non? Ouais. Les pectoraux, ça semblerait. Les pectoraux. Donc c'est à peu près le même prix. 6 000 € l'intervention, la paire. Voilà. Et celle-là, je redoute le pire. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Je ne fais pas d'avis sur la question. Je vous laisse la responsabilité de ce que vous avez à nous dire sur la question. Les mollets, bravo. Les mollets. Donc 4 000 francs, ça c'est un mollet interne. C'est le mollet de tes hommes, ça? Vous avez l'esprit mal tourné quand même, Bernard. Alors là, c'est une petite nouveauté créée par un laboratoire français. On y vient, on y vient. Lentement mais sûrement. À votre avis, c'est quoi? Vous n'osez plus rien dire là. Les testicules. C'est une femme qui s'est prononcée sur la question. Effectivement, ce sont des testicules. Alors, il faut dire quand même... Mais non, mais quel usage? Pardonnez-moi, mais c'est pour les hommes qui ont perdu leurs testicules dans un accident? Oui, non, mais...
ça arrive. Et puis Ouais, aussi, et là, dans les cadres pour la chirurgie réparatrice, ce sont surtout des cas de cancer où les hommes ont perdu une testicule et ça permet tout de même de retrouver le cancer des sa testicules, morphologie. ça touche beaucoup plus d'hommes qu'on ne le croit d'ailleurs. C'est un des premiers cancers chez l'homme. C'est redoutable. Voilà. Mais est-ce que c'est utilisé à des fins esthétiques? Alors, c'est utilisé à des fins esthétiques au Brésil parce que c'est une partie du corps qui, comme toutes les autres en vieillissant, s'affaisse. Donc, certains hommes un peu coquets, comme on se fait rallonger les parties Le génitales. pénis. Donc, mesdames, attention, on peut être trompé sur la marchandise à ce niveau-là. Les escrocs ne prennent pas de vacances, c'est un reportage d'Anaïs Denecker. Nous sommes sur la Côte d'Azur, destination favorite des Français pour leurs vacances d'été. Chaque année sur la Côte d'Azur, 900 000 touristes choisissent le camping. En voici un, il affiche 2 étoiles. Ouvert toute l'année, il accueille des touristes en permanence. Pourtant, c'est loin d'être le lieu rêvé pour passer ses vacances. Alors, si on veut des vacances silencieuses, c'est pas l'endroit parce qu'on est au milieu d'une fête foraine. Et ça, c'est la Grande Roue. Et là-bas, un petit peu plus bruyant, il y a le Grand 8. Visitons maintenant les sanitaires. Alors c'est sympa parce que là, on nous a laissé un petit souvenir, je crois. Les toilettes sont dans un état pitoyable et les murs sont couverts de graffitis. Alors là, c'est les grandes eaux et puis l'eau chaude et froide. La pression de l'eau est mal réglée et il faut vraiment avoir envie de se laver à l'eau froide. C'est pourtant ici que les vacanciers sont censés faire leur toilette quotidienne. Mais les sols sont poussiéreux, des objets traînent un peu partout. Dans cette douche, un pied de parasol et sur ce lavabo, un marteau et des clous. Ici, c'est système D. Alors ça, c'est le système d'ouverture quand il y a du monde dans les douches pour que tout le monde puisse passer. C'est mystique. Comme tous les autres aménagements du camping, la piscine est ouverte toute l'année. Aujourd'hui, des enfants s'y sont baignés, pourtant l'eau n'est vraiment pas propre et l'accès au bassin est plutôt périlleux. Alors dans un camping, il y a des règles d'hygiène à respecter autour des piscines. Il ne faut pas manger, il ne faut pas fumer et surtout, il ne faut pas rentrer avec ses chaussures. Moi, je suis bête et disciplinée, j'ai enlevé mes chaussures. Alors là, premier problème, à l'entrée de la piscine, il y a un couteau qui traîne. Voilà. Alors même si c'est interdit, pour éviter de se blesser, il vaut mieux prévoir des chaussures de plage, on ne sait jamais. Bon, pour se baigner, il faut quand même avoir envie. Hein? Il manque plus que les grenouilles, là. Autre petit mensonge de la brochure, elle indique à proximité immédiate de la plage. C'est impossible, pourtant la réceptionniste prétend qu'il ne faut que 10 minutes pour s'y rendre. En fait, on a juste une route à traverser. Ça y a 10 minutes, même pas 10 minutes à pied. À 10 minutes à pied? Allez, on vérifie. Vous allez le voir, pour accéder à la mer, c'est un véritable parcours du combattant. Et en plus, c'est dangereux. À 500 mètres de la résidence, on tombe sur la Nationale 7, l'une des plus fréquentées de France pendant les vacances. Cela fait déjà un quart d'heure que nous avons quitté la résidence et quand on demande où se trouve la plage, la réponse est plutôt insolite. Vous montez directement derrière le camion là. Mais il y a un train là. Hein? Il y a un train là qui passe. Mais c'est pas grave, le train il va passer après vous pouvez traverser. Mais tout le monde fait ça? Tout le monde fait ça. Merci beaucoup. Premier obstacle, il faut traverser la Nationale. Puis il faut passer derrière le grillage pour rejoindre la voie ferrée. Ici, il faut savoir qu'un train passe environ toutes les 5 minutes. C'est plutôt risqué. Il faut donc traverser rapidement, mais ça n'est pas tout. Il faut ensuite éviter les cactus. Et la surprise, on tombe sur la route des plages, aussi fréquentée que la précédente. Évidemment, il n'y a pas de passage clouté à cet endroit-là, mais pour accéder à la mer, il faut traverser. Après 35 minutes de marche, on arrive enfin à la plage. On est loin des 10 minutes annoncées. Certes, ça n'est pas la plus belle plage de la région, mais au moins, on y est. Les grandes vacances, c'est maintenant dans 2 mois, alors si vous n'avez pas encore réservé, faites vite et surtout méfiez-vous des pièges. Que le concept soit honnête ou pas, ce soir, Gérald repartira seul. Le malheur des uns fera toujours le bonheur des autres. Anaïs, bonsoir. On va pas vous demander les nouvelles de Gérald, mais je suppose qu'il va bien quand même. Il est toujours célibataire, si quelqu'un l'entend. Alors vous avez fréquenté 5 clubs pour les besoins de votre enquête. Rencontré 35 hommes. Et on sent finalement que vous n'avez pas tout à fait aimé la formule, vous n'avez pas adhéré. Qu'est-ce qui vous a déplu dans le fond? Pas vraiment. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment un jeu cruel, comme je l'explique dans ce reportage. Et je dois dire aussi que j'ai pas vraiment eu de chance, parce que les 5 premières rencontres que j'ai fait, je suis tombée sur des chauds lapins qui étaient vraiment là pour passer la nuit avec une fille.
et pas pour autre chose. Il y a une autre catégorie qui est un peu plus proche de celle de Gérald, il me pardonnera, qui est celle des désespérés et qui pensent tout de suite que vous êtes la femme de leur vie et qui vous sautent dessus comme si vous étiez leur dernier espoir. Et ça, c'est assez terrible également. Les garçons sont rhabillés pour l'hiver, mais du côté des filles, hein, ça doit être aussi pas jojo. Bah, c'est un peu comme on le voit dans le reportage, très cynique, très cruel. En fait, ce sont toutes des Ali McBeal en puissance, très bien dans leur peau, qui ont de bonnes situations et qui viennent finalement pour casser du garçon. Alors à chaque coupure, en fait, parce qu'entre chaque rendez-vous, elles se retrouvent entre elles. Et là, mais c'est horreur, c'est l'horreur. Est-ce que tu as vu le garçon qui a un QI de bigorneau? Est-ce que tu as vu celui qui fait 1m20 les bras levés, 20 kilos tout mouillé? Enfin, elles sont atroces. Alors, conclusion, vous le recommandez à vos copines célibataires ou pas? À votre avis, pas vraiment, non. De Basalt. Alors Basalt, ce ne sont pas des taggeurs comme on pourrait les appeler habituellement, ce sont d'après eux des peintres de la rue.